Cher frère, comment allez-vous? Ouais, ça va très très bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. D'accord, merci beaucoup, cher frère. Bonsoir, Cyclone, qui est passé avant moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous nos CPV. Cher amis, ce que je voulais dire rapidement à nos éditeurs, ainsi que à toutes les personnes qui nous écoutent de loin comme de près. Cher amis, est-ce que tu sais que compétition là même là, quand on dit on va pour s'affronter ou on va pour jouer au football là, c'est une guerre avec des règles. C'est une guerre, en réalité c'est une guerre, mais sauf qu'on a mis des règles. Aujourd'hui là, quand deux pays veulent montrer leur supériorité là, c'est à travers ces genres de compétition là qu'on montre qui est supérieur par rapport à son ami. Parce qu'aujourd'hui on a compris une chose, prendre les armes et se tuer là, vraiment ça n'en vaut pas la peine. Mais il n'y a qu'à travers le sport on peut régler certains comptes. Raison pour laquelle, dans chaque compétition qui sera organisée sur cette planète-là, on commence toujours par l'hymne national. On va dire que c'est X pays contre Y pays qui s'affrontent. Le sport, là, ça a évolué dans le temps. Chère année, peut-être tu ne connais pas trop l'histoire du monde, hein, dans les temps des Romains. Mais la seule petite histoire que je sais, quand les gladiateurs s'affrontaient là, chaque gladiateur sortait de l'écurie peut-être d'un sénateur romain. Donc ça veut dire que la confrontation même a commencé déjà par des jeux. Jusqu'au fur et à mesure, ils ont mis des règles de jeu. Donc avant, c'était une confrontation entre des écuries de chaque peut-être sénateur romain ou bien des gens qui sont puissants au sein du royaume ou bien au sein de, comment on a dit, Rome qui s'affrontaient. Pour finir après, ça s'est étendu dans les différentes contrées de Rome. Chacun envoie son gladiateur pour venir affronter l'autre gladiateur d'une autre, je ne sais pas s'il faut dire un autre département de Rome là-bas. Chacun envoie son représentant. Et un peu, c'est évolué jusqu'à arriver aux Jeux olympiques. Donc là, ceux qui disent que non, ce n'est qu'un jeu, en réalité, ce n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. C'est la dignité de toute une nation aujourd'hui qui se joue aujourd'hui à travers ces compétitions que nous voyons là. Raison pour laquelle, je me répète, chers amis, on commence toujours par l'hymne national. L'hymne national, ça veut dire que Côte d'Ivoire est en train d'affronter le Mali. Et on utilise ça. On dit la Côte d'Ivoire affronte le Mali ce soir, ou bien la Côte d'Ivoire affronte la Guinée ce soir, ou la Côte d'Ivoire affronte le Nigeria ce soir. Est-ce que ce n'est pas au nom de cette compétition-là, lorsqu'on a été battu 4-0 sur le terrain, quel sentiment avait chaque Ivoirien? On avait mal. C'était comme si tu avais perdu ton papa. Donc aujourd'hui, on a une occasion pour pouvoir se venger de ces personnes-là qui nous ont fait tant souffrir à travers cette crise des 49 soldats-là. Mais pourquoi ne pas en parler? Il est normal de dire à nos joueurs, même s'il faut que ce soit un discours de motivation, et vous jouez contre ce pays-là qui ont humilié la Côte d'Ivoire, qui ont menti sur ces soldats-là qui protègent vos parents, pendant que vous êtes en Europe en train de jouer au football. Ils ont traité ces personnes-là de mercenaires. Donc, comme on ne peut pas rentrer en conflit pour dire on va prendre des armes pour affronter ces personnes-là parce qu'il faut respecter la vie humaine, aujourd'hui, à travers ce sport, à travers ce match que vous allez aller jouer là, mettez-vous en tête que c'est une guerre, mais avec des règles. Donc, c'est normal qu'on le dise aujourd'hui. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, on se respecte. Et il n'y a pas plus belle occasion de se faire respecter que le football aujourd'hui. Nous, président de la République, il ne veut pas couper le courant. On dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est dans la diplomatie. Président de la République, les autorités ivoiriennes, ils ne veulent pas mettre un embargo sur les produits qui viennent par nos ports. Il n'y a pas de souci. On est rentré dans les négociations, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, on nous donne la possibilité aujourd'hui, à travers un match de football, de se venger
Et je vois aujourd'hui des idiots sont en train de dire non, ce n'est qu'un jeu. Oui, effectivement, ce n'est qu'un jeu. Mais là, c'est la guerre qui va se passer sur le terrain. Et cette guerre-là, il faudrait que nos joueurs-là gagnent cette guerre-là. Même comme tu l'as dit, cher René, même s'il faut qu'on mette 49-0, il faut qu'on mette 49-0. En toute sincérité, le football n'est pas un jeu. Hein. Le football, ce n'est pas un jeu. Quand chaque personne monte sur le terrain, l'adversaire, là, lui, là, il s'est dit qu'il est un soldat, il est venu pour défendre son pays. Cher René, il te dit un truc rapidement, hein, c'est une petite anecdote vite fait. Tu sais, au quartier, on joue au football. Tout le monde, quand les académiciens sont partis là, tout le monde a essayé d'avoir une carrière de football. Je te le dis, cher René, nous, il y a notre entraîneur qui disait, vous montez sur le terrain là, vous jouez comme vos amis, mais sachez que vous êtes monté sur le terrain aujourd'hui là, vous n'êtes plus amis. C'est à la fin du match que vous êtes amis. Et toujours, il disait quoi? Il dit, quand vous êtes dans la surface de réparation, là, si toi tu es attaquant, le défenseur là, pendant qu'on s'en connaît là, il faut insulter sa maman. Et très souvent, on riait, mais c'est des trucs qui marchaient. On insultait le défenseur, ta maman. Le défenseur lui aussi, comme il est fâché là, il vient, il te fauche de la surface de réparation et ça fait un penalty. Et il y a un penalty pour toi. Mais quand le match finit, tu dis à ton ami, ah vraiment, c'était une stratégie pour avoir un penalty. Et c'est fini. Mais quand on est sur le terrain, c'est la guerre. Donc, pour ne pas trop me répéter, cher René, je dirais à ces Ivoiriens de quitter dans ces discours-là. Nos 49 soldats, si ça sera une source de motivation pour pouvoir aller au stade massivement afin d'aller soutenir nos joueurs, on va le faire. Parce que si vous soutenez nos joueurs, c'est comparable à soutenir les 49 soldats ivoiriens. De la manière dont la Côte d'Ivoire s'est levée comme un seul homme pour dire non, ce sont nos 49 soldats, pas toute la Côte d'Ivoire, bien sûr, de la manière dont le gouvernement du docteur Alassane Dramane Ouattara se sont levés comme un seul homme pour dire que ce sont mes enfants, c'est moi qui ai envoyé ces personnes là-bas, je ne peux pas les laisser là-bas. Et le président de la République, il a tout fait pour que nos militaires puissent revenir. Donc c'est comme ça que nous, les Ivoiriens, nous devons nous mettre derrière cette équipe-là pour dire qu'ils sont venus aujourd'hui là, c'est pour nous venger. Donc là, si on peut mettre 49 buts, on va mettre 49 buts. Et moi, je compte sur nos joueurs ivoiriens de ne pas viser, de ne pas ignorer le président de la République. Il faudrait qu'on gagne ce match-là. Même si on ne remporte pas la Coupe d'Afrique, là, mais ce match-là, on va gagner. Cher frère, c'est moi qui te dis merci. Tu vois, cher frère, si aujourd'hui devait être mon dernier jour, j'allais dire, avant que je ne m'en aille, dites à Abdoul et aux EPV que ce que je voulais transmettre, j'ai réussi ma mission. Frère, tu as une puissance d'analyse terrible là. Et tu n'es pas le seul. Quand je pense à Adama Koné, quand je pense au roi du printemps, quand je pense à beaucoup d'autres, en toute sincérité, je peux dire, quand je pense à Yann, à tous les EPV, hein, chacun est différent dans son style, je suis l'homme le plus heureux. Mais surtout, ce qui me plaît, quand je retrouve des humains comme moi qui appellent chaque chose par son nom, j'aime ça. Hey, si Éclaireur se comporte comme un connard, là, tu le regardes, tu lui dis, tu te comportes comme un connard. C'est ce que moi j'aime. Personne n'aime subir le mal, mais moi j'aime les choses dures et les choses vraies. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup la mère Salih Koné. Quand elle vient là, elle appelle les choses par leur nom. Ce que les autres vont penser là, c'est leur problème. C'est comme ça que nous on est. Si toi tu es lâche au point de ne pas être comme ça, faut pas t'en prendre à nous, faut t'en prendre à Dieu qui nous a créés, parce qu'il n'a pas fait tout le monde du même bois. Mais chacun est ce qu'il vaut. Cher frère, oui. Quand tu t'en vas chercher femme pour marier là, c'est habit déchiré tu portes. Jamais. C'est quel habit tu portes? Ah, il me met sur mon 31. Donc c'est une guerre psychologique. Malgré que tu es pauvre, tu te mets sur ton 31 pour aller convaincre. Quand tu convaincs quelqu'un là, c'est quoi? C'est que tu veux le dominer psychologiquement. Et donc ça c'est une guerre parce que tu veux avoir quelque chose ou mais tu veux avoir une personne. Dans tout ce qui est de la vie est de la guerre. Quand Victor Hugo disait ceux qui luttent sont ceux qui vont vivre ou survivre, ce n'était pas un mensonge. Il faisait le résumé de la vie. Quand tu vas dans la nature là, les moutons, les chats, les chiens que nous mangeons là, c'est un exemple que je prends. Tu penses qu'eux n'aiment pas vivre? Si.
Mais c'est parce que nous sommes plus puissants que eux. Et nous avons développé une technique de guerre pour les maîtriser que nous arrivons à les manger. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, chérie. Je suis en train de te montrer que tout est guerre dans la vie. Quand tu mets un enfant au monde, est-ce que tu mets l'enfant au monde pour que l'enfant te commande demain? Non. Même si l'enfant devient le président du monde, là, toi, le papa, tu vas l'appeler petit. Quel que soit ce que l'enfant sera, même s'il te dépasse là, toi, tu le vois comme un petit. Ça aussi, c'est une guerre. Parce que un sperme ne peut pas venir dépasser celui qui l'a mis au monde. Mes chers frères, tu as parlé du sport. C'est une guerre entre nous et le Mali. Si Assimi, si l'équipe du Mali nous gagne le samedi, l'émission l'a enregistrée. C'est Assimi Goïta qui a gagné à Alassane Ouattara. Chers frères, on répète ensemble. Si l'équipe du Mali nous gagne, le Mali a gagné. C'est Assimi Goïta qui a vaincu Alassane Ouattara. Si le Mali gagne demain, c'est Vladimir Poutine qui a gagné sur le président Joseph Junior Biden et le président français. Si le Mali nous gagne le samedi, c'est la dictature qui a eu raison de la démocratie. Si Assimi nous gagne à travers son équipe à Bouaké, c'est que c'est Assimi qui est fort. Et je vais vous démontrer cela maintenant. Cher frère, tu as besoin de combien d'exemples? 3. Tu as dit 3, mais je vais te donner 6. Le sport, là, quoi qu'on dira, cher frère, à part la religion, il y a quelle activité humaine qui peut réunir des millions d'individus sur l'échelle publique internationale? C'est le sport. C'est le sport seul. Ok. Et donc, ça veut dire que le sport est un facteur de mondialisation dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que quand tu as un message à faire passer, quand tu utilises le sport là, où on réunit des millions d'individus là, il faut expliquer aux gens, le premier exemple que je donne là, c'est pourquoi, quand il y a des causes dans certains pays là, pour que tout le monde s'en rende compte là, les gens mettent ça sur leur tricot. Ou bien ils font des drapeaux, même si c'est en une seconde qu'ils vont passer. Imagine-toi. Je ne veux pas prendre un exemple pour que tout le monde sache de quoi je veux parler. Mais quand je parle des petits mignons, tu sais de quoi je veux parler? Oui, oui. Mais quand les petits mignons font passer leur drapeau, les gens ne calculent pas l'impact. Mais ils ont déjà atteint leur objectif à travers les couleurs. Ça rentre dans les esprits. Et ça veut dire que nous sommes présents. Et le monde nous a acceptés parce que ce qui réunit le monde là, l'échelle où le monde entier est réuni, vous avez accepté de nous voir là-bas. Donc vous êtes obligés de nous accepter. Et donc, quand tu as un problème dans ton pays, que tu vas dans une compétition internationale, tu donnes un visage à ton problème pour dire, oui, c'est nous, je viens de tel pays, voilà les problèmes que nous avons. Et donc, au-delà des émotions, au-delà du plaisir, au-delà des joies et des espoirs, le sport, c'est la géopolitique. Ça, c'était le premier exemple. Cher frère, deuxième exemple, il faut compter, hein. Oui. À la fin des années 90, je crois que c'est en 93 ou 98, non, c'est en 98, la France a rapporté la Coupe du Monde. Oui, c'est exactement en 98, je m'en souviens bien. Qui était le président de la France en 80 dans cette année-là? C'était Jacques Chirac. Jacques Chirac devait effectuer... Jacques Chirac. Voilà. Il devrait effectuer une visite en Amérique latine. Tu sais avec qui il est parti? Non. Il allait avec Michel Platini. Et partout où il allait, dans tous les pays de l'Amérique latine, il allait avec Michel Platini. Et les gens lui demandaient, mais celui qui est à côté du président français là, c'est qui? Et les gens répondaient, c'est Michel Platini. Et donc, comme on sait qu'en Amérique latine, c'est le football qui domine. Si on prend une icône du football, la cause politique qu'on s'en va défendre là, on va avoir ça parce que à cause du sport, les gens auront de la sympathie pour la cause que nous venons défendre, pour défendre les intérêts français. Est-ce que ce n'est pas une guerre? Quand tu vas lutter pour ces intérêts là, ce n'est pas une guerre? C'est une guerre. Ok. Cet exemple là, ça fait le deuxième.
Je vais encore donner le troisième exemple. Tu as vu, les gens parlent de la démocratie, tout, mais la démocratie dans sa version moderne, là, c'est véritablement à partir du 19e siècle qu'elle a été inventée en Angleterre. Et pour que la démocratie, tu vois, même tout ce qu'il y a, tu sais que les Américains sont les Anglais, non? Oui, ça je sais. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans l'histoire des États-Unis, mais ce sont les gens défaillants de la société de l'époque qu'on a envoyés ici. On ne voulait pas les exécuter ou même les tuer. On dit, bon, il faut aller sur le nouveau continent, et puis maintenant, tu vas aller mourir là-bas. Et quelques riches commerçants qui sont venus pour explorer le nouveau continent. Voilà comment l'Amérique a été créée. Et ils vont donc décimer les Incas et tout, et on va prendre l'espace. Mais tout ça, c'est long. Ce que je veux te démontrer là, c'est que la Grande-Bretagne, elle s'est dit, il faut que j'ai un pouvoir politique qui puisse durer dans le temps et dans l'espace. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? À travers le football, ils vont exporter l'idéologie. Et même les pays les plus réfractaires comme l'Irak vont finir par accepter la démocratie. Ça fait 3 exemples. 4e exemple. Tout le monde connaît le Brésil. Oui. Mais peut-être qu'il y a certains de nos frères qui vont dire, ils n'ont pas entendu parler de Pelé. Qui était Pelé? Si on te dit de définir Pelé en un mot, qu'est-ce que tu vas dire? C'est une légende. C'est la légende vivante même du football. Quand on parle de Pelé, automatiquement, c'est une balle que tu vois dans ta tête. Avant même l'être humain. Mais c'est le pays renfermé sur lui-même. Grâce au nom de Pelé et au football, le Brésil s'est fait connaître. Le Brésil a montré sa puissance et a vaincu les hostilités et les haines que les grandes puissances avaient contre elle. Et c'est devenu même une admiration. Parce que partout où Pelé passait, on oubliait tous les mauvais comportements du Brésil jusqu'à ce que le Brésil puisse se faire accepter parmi les grandes nations. Et donc pour arriver à cela, il a fallu une guerre contre eux-mêmes pour changer leur histoire et leur image dans le monde. Chers frères, ça fait combien? Ça fait 4, je pense. 4. 5e exemple. Les Jeux Olympiques, là, en fonction des différentes capacités des équipes, on invite le monde entier à aller faire les Jeux Olympiques. Tout le monde est au courant de ça. Mais est-ce que tu sais que durant la Première Guerre mondiale, les équipes qui ont été vaincues ont été exclues de la première des JO parce que les pays qui ont gagné la Première Guerre mondiale se sont dit, si on les laisse aller jouer, ils vont prendre leur revanche militaire sur nous. Et c'est ce que tu venais de dire en premier. Effectivement. Les États qui ont été vaincus sur le terrain militaire ont été exclus des Jeux Olympiques par les États qui ont gagné la guerre. Parce que ceux qui ont gagné la guerre disent, si on les laisse aller participer aux Jeux Olympiques, là, les gens vont retenir qu'ils ont eu leur victoire militaire, maintenant on a une autre victoire sur un autre domaine. Et ça va teinter leur victoire. Et donc, comme pour te dire ce que tu as dit là, c'est la vraie vérité. Le sport n'est que le prolongement de la vraie guerre. Mais chers frères, on va plus loin. Il y a un sportif américain qu'on appelait Jesse Owens. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Il pratiquait quel sport? Il faisait, je crois, la course, le sprint. Ok. Bon, je ne le connais pas, mais je sais que... Non, tu peux... Excuse-moi, cher René, d'un peu intervenir. Je sais qu'avant, dans les sprints, là, c'est les Américains qui étaient les champions du monde. Justement. Et les Jamaïcains sont passés devant les Américains. Justement. Et donc, en 1936, quand Hitler disait que les races, la théorie de la race supérieure, qu'on appelle la race aérienne, où il faut être un blanc, 1 mètre beaucoup, avec des yeux bleus, des cheveux tant. Mais il y a beaucoup qui avaient fini par croire à ça. Et non seulement certains ont utilisé cette théorie-là pour se sentir meilleurs que les autres, mais en même temps, ceux qui en ont été victimes se sont sentis encore plus rabaissés. Et donc, les États-Unis, en 1936, ont profité des Jeux Olympiques où Jesse Owens a remporté 4 médailles d'or.
Ils ont utilisé et ils ont lancé un message pour dire qu'aucune race n'est supérieure qu'une autre. Parce qu'un noir qui vient remporter 4 médailles d'or, ça prouve que tous les humains se valent. Est-ce que ce n'était pas une guerre qui était gagnée par les États-Unis? Merci. Et je vais terminer. Tout le monde le sait, Yann en a parlé ici. Il faut taper simplement la diplomatie du ping-pong. Je vais résumer rapidement pour aller. Il fut un moment où les États-Unis et puis la Chine, là, non. L'animosité entre les deux était devenue telle que ils ont passé des années même sans se passer un coup de fil. Et chacun voulait en découdre avec l'autre. Et lors d'un match de ping-pong, une équipe américaine va accueillir une autre équipe de ping-pong chinoise. Et cette équipe a été dirigée par Zhou Enlai, l'équipe des Chinois. Ils vont jouer leur match. Apparemment, ça n'avait rien à voir avec la politique. Mais finalement, qu'est-ce que le président Kissinger va faire? Ils vont utiliser cette rencontre-là pour faire passer des messages et on va rapprocher la Chine et les États-Unis pour discuter. Ça nous a fait éviter une guerre inutile pour sauver des vies. Et donc, cher frère, tu n'as fait que bien dire ce que les gens n'aimeraient pas qu'on dise. Tout est guerre dans la vie. Et je termine. Cher frère, quand tu tiens un débat avec quelqu'un et que tu arrives à vaincre la personne idéologiquement, quel est le sentiment que la personne ressent? Il a perdu. Et la personne se sent diminuée et la personne se sent honnie. Mais quand tu arrives à honnir quelqu'un là, est-ce que tu n'as pas fait de la violence? Aussi, la violence psychologique. Donc je viens de démontrer que tout est guerre dans la vie. Même pour vivre, c'est une guerre. Parce qu'il y a des gens qui décident de ne plus accepter de vivre et de mener une guerre contre la vie. C'est eux qui se suicident. Et, cher frère, je peux te dire, le suicide n'est pas une bonne chose, mais ceux qui se suicident, c'est une forme de courage. Parce que c'est pas facile. Mais quand tu acceptes de vivre, parce que nous, on n'est pas des partisans de la mort, mais quand tu acceptes de vivre, cette volonté de te lier à la vie, là, ça te permet de combattre tous les jours. Et ça doit se respecter. C'est ce que Spinoza appelait le conatus et autres. Mais tout ça, ce sont des mots philosophiques. La réalité est que, qui ne tient pas à la vie? Voilà la question qu'il faut poser. Et donc, tout est un combat. Quand tu tiens à la vie, tu mènes ce combat-là de gré ou de force. Et ce que je viens de dire là, après on va couper, bien arranger, mettre ça, et puis on va mettre l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je vais mettre la photo d'Assimi Goïta et puis la photo d'Alassane Ouattara. Il faut qu'un arrive à vaincre l'autre. Et donc, chers frères, merci infiniment de ce que vous avez dit. Merci d'éveiller les consciences. C'est ce qu'on dit toujours. Quand tu commences quelque chose, et puis tu vois que ça t'amène quelque part, ou même tu vois des gens qui ont compris le message, ça fait vraiment plaisir. Et ça, je vais te dire sans face. Vous les EPV, même si aujourd'hui devait être mon dernier jour, je sais que vous ne pouvez pas dire, et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Les gens vous diront, mais vous étiez avec lui quand il était vivant, et vous avez déjà fait les pas avec lui. Est-ce que vous serez indigne au point d'arrêter le combat? C'est la responsabilité que vous aurez. Et c'est pourquoi ce travail, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Les vérités que nous venons dire ici, là, c'est une guerre que nous menons contre nous-mêmes. Parce que quand tu dis la vérité à quelqu'un, la personne se sent frustrée. Mais cette vérité qu'on dit, c'est une guerre qu'on mène contre nos peurs, contre nos limites, pour que le monde puisse aller mieux. Et chers frères, continuons. Merci à vous tous. Merci infiniment. Oui, cher frère, merci beaucoup. Donc, ce que je peux dire en 2 phrases, pour résumer tout ce que tu as dit là, cher René, parce que tu es un peu rentré dans la Seconde Guerre mondiale, tout. Il y a nos auditeurs peut-être qui ne connaissent pas ce truc-là. Ces exemples-là, ça peut peut-être les fatiguer à comprendre. Nous tous, là, on a travaillé dans des entreprises. Est-ce que souvent, on ne dit pas les patrons de l'entreprise jouent contre les minables de l'entreprise au football? Est-ce qu'on ne profite pas de ces matchs-là pour régler les comptes en même temps? Effectivement. Est-ce que nous tous qui sommes allés à l'école là, quand on dit les professeurs du lycée contre les élèves du lycée là, match là, ça se passe comment? Les élèves veulent humilier les professeurs. Est-ce qu'on coupe les professeurs là même?
Donc là, en gros, cher René, à travers ces deux exemples-là, je voulais juste résumer tout ce que tu as dit. Merci beaucoup, cher René. Je libère l'antenne. Ok. Et comme tu l'as dit, hein, tout est bon et il faut qu'on informe vraiment tous nos auditeurs. Et la Première Guerre mondiale, tout comme la Seconde Guerre mondiale, ce sont des choses qui ont eu lieu. Et on invite toujours nos auditeurs à chercher à se cultiver. On dit certaines choses, on ne prend pas le temps de les développer parce qu'on n'a pas le temps. La Première Guerre mondiale a eu lieu du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Et la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Cher frère, ça ne te dit pas quelque chose? Comment les dates se coïncident? 1er septembre, 1er... Voilà. Hey, tout ce qui se passe sur la Terre est calculé. C'est ce que je veux vous dire. Quelque chose qui commence à minuit le 1er septembre, ça vient finir à minuit du premier jour en 1945. Ça veut dire que tous les événements que vous voyez dans le monde là, toi tu peux ne pas être au courant. Tu peux vouloir jouer les ignorants. Mais tous les événements, il y a quelqu'un qui est toujours au courant, il y a quelqu'un qui contrôle tout. Et ce n'est pas Dieu, il y a des humains qui contrôlent tout. C'est la deuxième leçon que je souhaiterais donner à tout le monde, pour dire qu'il n'y a pas de hasard sur la Terre. Donc, on va organiser un match. Les cyber-activistes RSDP contre les cyber-activistes soroïstes dans un petit stade à Saint-Denis. Bon, en fait, le nom est là parce que je n'ai pas envie d'étrangler. Moi, en tout cas, comme moi je suis aux États-Unis, je ne veux pas participer, sinon je risque d'étrangler sur le de Paris. Ok, merci beaucoup, cher frère. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour plaisanter. À la fin de la journée, ce sont des frères égarés, mais bon, peut-être qu'un jour ils reviendront à la raison. Avec les Maïmouna là. Voilà, donc ce sont des parents égarés, mais on souhaite qu'ils reviennent à la raison, c'est tout. Merci beaucoup, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amina. J'aimerais voir la tête de Mère Sali Kone avec Maïmouna Kamara. Ah, mais ce jour-là, il y a des têtes qui tomberont. C'est juste pour plaisanter.